Bienvenue à ce webinaire du Centre de recherche sur les innovations sociales. C'est un webinaire organisé par l'Axe Territoire et Milieu de vie, dont je suis le responsable depuis cet été. Et c'est la dernière conférence qu'on organise cette année. Avant de commencer, peut-être un petit message pour vous rappeler que le webinaire va être enregistré pour diffusion. L'enregistrement va être disponible sur le site Internet du CRIS dans les prochaines semaines. Et donc, si vous ne voulez pas apparaître pendant l'enregistrement, vous pouvez fermer vos caméras pendant qu'Olivier présentera. Donc voilà, alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Olivier Riffon, qui est professeur au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi, de l'UQAC, qui fait de la recherche, ses intérêts portent sur les outils du développement durable, les processus participatifs et de dialogue, la transition socio-écologique et la gouvernance territoriale. Donc, Olivier est membre associé du CRIS et nouvellement membre de l'Axe Territoire et Milieu de vie. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a invité à venir nous présenter un peu ses travaux dans une tradition qu'on a créée dans l'Axe. Alors, j'ai oublié de me présenter aussi. Je suis Dan Furukawa-Marquez, professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Et donc, la conférence va durer environ 45 minutes, à peu près 1 heure, qui sera suivie d'une période de questions d'environ une demi-heure, pendant laquelle vous pouvez réouvrir vos caméras si vous voulez et poser des questions. Et donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Olivier. Merci beaucoup, Dan. Merci à tous et à toutes d'être là. Je sais que fin novembre, début décembre, c'est une période très occupée dans l'année. Ça me fait vraiment plaisir que vous ayez pu trouver un petit moment en fait, pour vous libérer, pour que je vienne vous parler en fait, d'un projet, projet de recherche, infrastructure de recherche. C'est un peu complexe tout ça, mais c'est ce que je vais essayer de démystifier avec vous. Là. Donc, quelque chose qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, moi, je suis à Chicoutimi présentement. Ceux qui se poseraient la question, oui, on a presque un pied de neige encore ici, puis pas parti pour partir. Je pense qu'on va rester dans la neige pour encore un bon bout de temps. C'est drôle, j'avais prévu une demi-heure de présentation, mais vous savez, on met tout le temps un peu trop de contenu dans une présentation. Fait que là, maintenant que je sais que j'ai 40-45 minutes et peut-être même plus, là, je respire. Ça va être. Je pourrais aller un petit peu plus dans le détail que ce que j'avais prévu. Donc, voilà. Je vous inviterais peut-être, moi, je vais me lancer dans la présentation, mais si vous avez des interventions, des questions, pendant la présentation, vous pouvez peut-être écrire dans le chat, dans la discussion, vos questions. Comme ça, on ne les échappera pas à la toute fin. Là. Je sais que casser la glace à la fin dans la période de questions, des fois, ça peut être un peu long. Mais si vous avez vos questions déjà écrites dans la discussion, on pourra partir de ça là, pour la période de questions. Donc, voilà. Je vais juste partager mon écran maintenant. Alors voilà, donc le thème de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est mobiliser pour la mobilité durable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le plan, en fait, que je vais suivre dans la présentation, je vais commencer par vous dire un petit mot sur l'approche éco-conseil. Je suis professeur en éco-conseil, c'est une discipline un peu unique au Québec, même en Amérique. Là, donc, je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne. C'est quoi nos approches, en fait, en éco-conseil. Je vais vous parler de transition socio-écologique, pas très longtemps, mais il y a peut-être 2 ou 3 ancrages plus théoriques, en fait, qui servent un peu de base à l'action dans le projet dont je vais vous parler. Je vais peut-être juste positionner ces 2 ou 3 petits modèles-là. Je vais vous parler d'une initiative régionale qui s'appelle le Grand Dialogue pour la transition socio-écologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grand Dialogue, c'est un projet d'envergure qui est un peu comme une infrastructure de recherche pour l'équipe de recherche dans laquelle je suis. C'est-à-dire que c'est un projet citoyen qui se déploie sur plusieurs années et qui nous permet d'expérimenter certaines approches qu'on voit surtout en théorie, mais d'aller l'expérimenter sur le terrain, qui sert aussi de lieu de recherche, donc qui nous permet de voir un peu les impacts de l'application de certaines théories dans un projet collectif. Donc, je vais vous présenter le Grand Dialogue.
Issu du Grand Dialogue, il y a un chantier sur la mobilité durable qui a émergé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va être un peu le cœur, en fait, de mon propos. Qu'est-ce qui se déploie au niveau de la mobilité durable dans la région? Et je vais finir avec quelques constats, quelques observations qu'on retire, en fait, de cette expérience-là qui est en cours avant de conclure. Donc, c'est un peu ça le schéma de la présentation. Oui, Arnaud? Bonjour, M. Riffon. Je brise la glace avec une question, comme vous le demandiez. C'est juste pour savoir si vous alliez parler de l'Agora. Ah, je pourrais. J'apprécierais vraiment, ça serait cool. Merci. Parfait. Je vais faire ça assez rapidement, en fait. Je vais commencer par vous présenter l'éco-conseil, en fait. L'éco-conseil, en fait, j'allais dire une discipline, c'est plus une multidiscipline. En fait, c'est un programme de formation de 2e cycle qui se donne à l'UQAC. Ça vient d'Europe. L'éco-conseil a été imaginé au départ à Namur. Il y a une formation qui se donne encore là-bas après 34 ans, je pense, d'existence. Il y a des formations d'éco-conseil à Strasbourg, en Tunisie, en Algérie et au Québec, à l'UQAC. C'est le seul endroit, donc en Amérique, où la formation en éco-conseil se donne. Les gens qu'on forme en éco-conseil, c'est des gens qui arrivent avec un bagage disciplinaire, peu importe lequel. On accueille des gens qui viennent de peu importe la discipline. On a des géographes, des biologistes, des sociologues, des gens de travail social. On a des artistes des fois aussi qui viennent, des ingénieurs. Et en fait, on leur rajoute une corde à leur arc, c'est-à-dire qu'on leur apprend à piloter des démarches, des projets de développement durable dans à peu près tout type de milieu. On leur donne des compétences, beaucoup, on leur aide à développer des compétences en animation de groupe. Donc, dans l'éco-conseil, on n'a pas la prétention d'arriver avec des solutions. On forme nos étudiants et étudiantes pour qu'ils puissent animer des groupes, souvent multi-acteurs, pour identifier eux-mêmes les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, on forme vraiment des animateurs, des accompagnateurs de changement dans tout type d'organisation. Ça peut être des OBNL, des ministères, des entreprises privées, coopératives et autres. Donc, ça, c'est ce qu'on enseigne en éco-conseil. Arnaud posait la question de l'Agora. L'Agora, en fait, c'est le laboratoire de recherche dans lequel je suis impliqué. C'est un collectif informel de recherche, l'Agora. Et nous, on s'intéresse dans l'Agora aux dynamiques, je dirais, alternatives de gouvernance. On explore des nouvelles façons de coordonner des groupes humains. On les résumerait, en fait, ces nouvelles approches de gouvernance-là en 3 mots. On travaille en collaboration, voire en coopération, dans une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils mobilisent plein de disciplines, mais aussi des acteurs non scientifiques, même dans les projets de recherche, et orientés vers la transition socio-écologique. Donc, ça, c'est un peu le cœur des travaux de l'Agora, en fait, c'est d'explorer des nouveaux mécanismes de gouvernance qui permettent de travailler avec ces modalités-là, donc de collaboration transdisciplinaire pour la transition. En éco-conseil, tous les professeurs enseignants chargés de cours utilisent une approche praxéologique de recherche-intervention. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, on a toujours une première phase d'intervention sur le terrain, ou presque. C'est-à-dire qu'on n'observe pas l'action détachée en fait, de l'action, on s'y implique et on s'y investit. Donc, pour moi, ça va même encore plus loin que la recherche-action, parce qu'on est vraiment des acteurs de la transformation des milieux. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment une approche d'intervention en recherche. Et à un certain moment, on va prendre un pas de recul, puis on va observer les impacts de notre action, puis on va essayer d'en tirer des nouvelles connaissances, des nouvelles, formaliser finalement des nouvelles connaissances issues de l'action qu'on aura contribué à opérer sur le terrain. C'est important que je précise ça parce que vous allez voir ce que je vous présente aujourd'hui, le Grand Dialogue, le chantier de mobilité. On est encore beaucoup dans le volet intervention. C'est-à-dire que pour l'instant, l'équipe de recherche de l'Agora accompagne l'action. On commence à observer des constats, mais éventuellement, on va prendre un pas de recul plus formel. Puis là, on ira faire des entrevues avec les acteurs qui ont contribué et on en tirera, on formalisera des connaissances un peu plus formelles. Donc, ça, c'est notre approche de recherche. Et finalement, c'est important de préciser qu'on a un ancrage territorial dans presque toutes les interventions qu'on fait dans tous les projets. Moi, je suis issu du doctorat en développement régional, donc c'est comme un secteur dont on a travaillé avec des organisations nationales, internationales, mais c'est vraiment au niveau territorial, donc de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sur ce territoire-là que se passe la plupart de nos interventions. Et ça dont je vous parle ne fait pas exception. Donc, ça met un peu la table pour que vous connaissiez un peu nos champs de pratique et notre manière de travailler.
Maintenant, je vous disais qu'on oriente notre action vers la transition sociale et écologique, c'est-à-dire on rend explicite nos intentions en recherche. On considère en fait que le rôle des chercheurs et des chercheuses peut être de contribuer aux transformations sociales. Donc ça, on rend ça explicite. Et pourquoi on le rend explicite? C'est parce qu'on considère en Éco-Conseil qu'il y a des enjeux écologiques et sociaux qui méritent en fait des transformations dans nos systèmes. Un des outils qu'on utilise souvent pour l'expliquer, c'est le Donut Economic Action Lab Model. Donc, c'est le modèle du beigne. On est toujours à la recherche d'une meilleure traduction pour le modèle du beigne, là, le Donut Model en anglais. C'est un outil qui est issu du travail de chercheurs et de chercheuses, mais que nous, on utilise plus à des fins pédagogiques pour expliquer, en fait, que présentement, nos modes de développement nous amènent à franchir 2 limites qu'on ne devrait pas franchir. La première limite, c'est un plafond écologique. Donc, ce que ça veut dire, c'est là où on voit du rouge dans le graphique, dans le cercle extérieur, c'est qu'on dépasse, en fait, au niveau planétaire, on dépasse des seuils pour certains paramètres écologiques, comme le climat, comme la biodiversité, comme le cycle de certains éléments, comme le phosphate et l'azote notamment. Ce qui nous amène dans des zones d'incertitude, en fait. On débalance à un point tel ces paramètres écologiques-là qu'on rentre dans une zone où on ne connaît pas les impacts que tout ça pourrait avoir sur l'écosystème planétaire et sur les systèmes locaux aussi. Et l'autre seuil, en fait, l'autre limite dans ce cas-là, qu'on n'arrive pas à atteindre, c'est le plancher social, c'est-à-dire la capacité que nos systèmes ont de satisfaire les besoins de base de tous les humains. Donc, encore une fois, dans le cercle intérieur, où on voit du rouge, c'est la proportion de la population planétaire qui n'arrive pas à satisfaire les différents besoins de base que vous voyez dans le cercle intérieur, c'est-à-dire l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à des revenus qui leur permettent de vivre, etc. Donc, quand on regarde ce graphique-là, on se dit, pour vivre finalement dans un mode réellement durable, il ne faudrait pas qu'on voit de rouge, en fait. Il faudrait qu'on soit à l'intérieur du beigne, c'est-à-dire sans dépasser le plafond écologique, mais tout en atteignant pour tous et toutes les fondements sociaux. Donc là, pour l'instant, on n'y arrive pas. Il y a encore du travail à faire, même si sur plusieurs paramètres, on s'améliore depuis plusieurs années. Donc ça, nous, ça justifie, en fait, que comme chercheurs, on cherche des manières, en fait, d'atteindre cette situation-là. Donc voilà. Ça fait des décennies, en fait, qu'on est au courant de ces différents constats-là. Je glisse quand même un petit mot sur le développement durable. Longtemps, on a utilisé le développement durable comme modèle, si on veut. C'est ce qu'on enseignait à nos étudiants et étudiantes aussi. C'est un cadre qu'on jugeait pertinent pour l'action. Je vous présente ici le dernier cadre international en date, là, les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. On continue à croire, en fait, que les ODD nous projettent dans un monde qui serait plus juste, plus durable, plus équitable. Donc, on voit une pertinence, en fait, au cadre des ODD, mais on se rappelle souvent que ça fait 40 ans presque qu'on parle de développement durable et qu'au niveau écologique, au niveau social, il y a des enjeux qu'on n'arrive pas à corriger encore. C'est là que le champ de recherche de la transition socio-écologique amène en fait un peu d'eau au moulin, parce que finalement, la transition socio-écologique, elle, s'intéresse justement aux mécanismes de transition. Si je peux résumer l'image, c'est comme si le développement durable, ça nous précisait une destination. Ça, c'est le monde dans lequel on souhaiterait vivre. C'est un monde où il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de faim, tout le monde a accès à des systèmes de santé, d'éducation, etc. Puis la transition vient nous enseigner ou nous donner des pistes sur comment opérer les transformations qui rendent cette destination-là accessible. Donc, nous, on voit une belle complémentarité entre le développement durable qui nous dit un peu le quoi et la transition qui nous dit un peu le comment. Donc, la transition, c'est un champ de recherche assez vaste. Puis, on pourra en parler longtemps, mais j'aimerais ça résumer, en fait, la transition comme des mécanismes de passage d'un mode de développement qui actuellement a des effets dommageables sur les écosystèmes et sur les humains, comme je l'ai présenté dans les diapos précédentes, vers de nouveaux modèles économiques, sociaux, même culturels, qui seraient plus justes et plus durables. Dans la transition, on suppose en fait une transformation importante des systèmes,
Ce que le développement durable n'amenait pas, en tout cas pas de façon explicite. Comme si le développement durable prenait pour acquis que dans nos systèmes politiques, économiques, culturels, on était capable d'opérer des transformations qui rendaient les objectifs de développement durable atteignables. La transition s'entend plutôt que sur le fait que ça prend des transformations de nos régimes, de nos systèmes politiques, économiques, culturels, etc., pour atteindre cet état-là. Donc, c'est un élément qui est impliqué dans les transitions, dans le champ de recherche sur la transition. Et l'autre élément qui, pour nous, est très important, c'est que la transition implique des nouvelles modalités de gouvernance beaucoup plus coopératives, donc beaucoup plus de travail collectif, de travail en commun pour atteindre, en fait, les objectifs qu'on se donne. Fait que je fais le pont avec l'Agora, le laboratoire de gouvernance alternative. C'est ce qu'on explore. On explore des nouvelles façons de s'organiser collectivement à différentes échelles pour amener justement des transformations dans nos systèmes. Il y a plusieurs modèles sur le pilotage des transitions. J'en présente un qui, pour nous, nous inspire beaucoup nos actions. Bon, le modèle est peut-être un peu complexe, mais finalement, il se résume assez simplement. Donc, c'est plusieurs auteurs, en fait, qui ont travaillé à développer ce modèle-là dans les années 2010, début 2010. Puis, en fait, les auteurs analysent la transition à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui des paysages. Les paysages, c'est des grands changements globaux qui vont affecter la planète entière sur des décennies. On peut penser, par exemple, au changement climatique, à la chute de la biodiversité, on peut penser à la montée du numérique, on peut penser à la montée des extrémistes de droite comme de gauche, de plus en plus de gouvernements qui ont des tendances autoritaires. On parle de changements qui affectent, qui se déploient à l'échelle planétaire sur des longues périodes. Donc, ça, c'est l'échelle en haut. On parle de paysage, en fait. C'est un premier niveau où on peut analyser des transitions. Il y a des changements qui s'opèrent à cette échelle-là. En bas, complètement, on a une autre échelle qui est l'échelle micro, donc l'échelle des niches de transition. Les niches de transition, en fait, c'est des groupes humains. Ça peut être des groupes dans des grappes d'entreprise, ça peut être des groupes de recherche, ça peut être des OBNL, ça peut être des regroupements d'acteurs qui vont développer des alternatives à des modes de développement actuels dans plein de domaines. Donc, ça peut être dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ils vont explorer la permaculture ou la biologique sur petite surface. Ça peut être dans le domaine de la construction, où on va chercher des nouvelles façons de bâtir des constructions. Ça peut être dans le domaine de la mobilité, de l'éducation. Ici, on a une niche de transition dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on utilise la nature comme milieu éducatif. Donc, il y a plein d'organisations, ça va des garderies aux écoles, à des programmes universitaires où on amène les jeunes en plein air, puis on utilise cette façon-là, en fait, d'apprendre. Donc, les niches de transition, c'est des initiatives à plus ou moins petite échelle qui vont explorer des alternatives. Puis souvent, les niches vont tenter de répondre à des enjeux qui viennent des paysages. Si, par exemple, on observe des changements climatiques à l'échelle planétaire, bien, il y a plein de groupes humains qui vont essayer de chercher des alternatives pour diminuer notre contribution au changement climatique. Donc, souvent, les niches vont voir des changements globaux puis vont dire « Oups, il y a des choses qu'on doit faire différemment. » Donc, on va explorer, on va tester des mécanismes. Et entre les paysages et les niches de transition, il y a le niveau que les auteurs appellent les régimes sociotechniques. Ce n'est pas exactement la même chose, mais nous, quand on en parle ici, là, on va parler de nos systèmes. Donc, les systèmes, c'est quoi? C'est notre système d'éducation, notre système de santé, notre système politique, nos traditions politiques. Ça va être le système économique dans lequel on fonctionne présentement, donc capitaliste, néolibéral. C'est toute l'économie de marché. Au niveau des systèmes, on peut voir aussi toutes les infrastructures en place, les réseaux de communication, les réseaux de transport. Donc ça, c'est la tranche du milieu, c'est les systèmes. Puis quand on analyse, en fait, les théories sur la transition, on voit que les systèmes en place contribuent à générer à la fois des problèmes environnementaux et des inégalités sociales dans la capacité des gens de satisfaire leurs besoins. Fait que pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que nos régimes doivent se transformer. Mais ces régimes-là opposent des résistances au changement. On a juste à regarder le système de santé pendant la pandémie, à quel point il a été mis sous pression. Et malgré ça, on ne voit pas de grandes transformations s'opérer dans ce système-là. Donc, les régimes
je ne dirais pas refuse le changement, mais c'est certainement résiste au changement, puis pour une bonne raison. L'ensemble de ces régimes-là sont là pour assurer une certaine stabilité à nos modes de fonctionnement. Moi, j'ai un collègue qui, quand il parle des régimes, dit les régimes, c'est ce qui te permet de te réveiller le matin, de savoir que tu vas avoir de l'électricité, tu vas avoir de l'eau chaude, tu vas avoir de la nourriture dans ton frigidaire, tu vas avoir des infrastructures qui vont te permettre de te rendre à ton travail, à l'école, etc., de te faire soigner si tu as un problème. Fait que ces régimes-là, en fait, s'ils veulent rester stables dans le temps, c'est un peu pour nous donner une certaine forme de sécurité, de prévisibilité aussi, puis réduire un peu l'anxiété collective. Un exemple qu'on peut donner, c'est dans les pays en guerre. Souvent, les systèmes, les régimes vont s'effondrer les uns après les autres. Puis ça va créer vraiment, au-delà de la menace de la guerre en tant que telle, ça va créer une grande, grande insécurité dans les populations. Puis les régimes souhaitent éviter ça. Mais là, on est à une étape où, malgré leur désir de rester stable et prévisible, les régimes doivent changer. Donc, ce que les auteurs du modèle ont observé, dans des cas où les régimes se sont transformés, c'est une petite recette qui nous inspire, là, c'est sans tomber dans une recette simpliste. Ils ont vu qu'un des ingrédients, c'était quand les niches de transition sur un même territoire ou dans un même secteur coordonnent leurs efforts, coordonnent leurs actions. Donc, s'aligne. Donc, c'est un peu ce qu'on observe là, avec les petites flèches qui s'alignent tranquillement. Donc, quand on observe un alignement du discours, des actions, des visions, des niches de transition, on est capable d'accentuer la pression sur les régimes et de les aider à se reconfigurer. En quelque sorte, si on est capable d'amener une certaine forme de coopération entre les niches de transition, on est capable d'accélérer la transformation de nos systèmes. Donc, nous, à l'échelle du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ce qu'on veut expérimenter. L'initiative dont je vais vous parler, le Grand Dialogue, ce qu'elle cherche à faire, c'est de mailler, de coordonner l'action des niches de transition pour accélérer justement la transformation de nos régimes, de nos systèmes, donc de nos façons de s'organiser, de nos façons de fonctionner. Mais peut-être avec une petite particularité qui n'est pas indiquée dans le modèle, mais c'est qu'on essaye aussi de travailler en collaboration avec des acteurs qui sont dans les systèmes. Donc, on travaille avec des acteurs dans les ministères, dans les administrations municipales, dans les grandes institutions. Donc, ce n'est pas juste l'idée de mailler les niches entre elles, mais c'est aussi de coordonner aussi les efforts avec les acteurs qui sont dans les régimes pour voir si on ne peut pas, encore une fois, accélérer les transformations. Donc, voilà pour la parenthèse théorique. Si on veut, c'est quelques assises, en fait, sur lesquelles on s'appuie pour orienter justement nos actions. Et je vais maintenant vous parler du Grand Dialogue pour la transition. Donc, le Grand Dialogue, comme je vous disais, c'est une initiative qui est à la base citoyenne, qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans et demi. Juste pour la mémoire, là, il y a 2 ans et demi, on était en plein débat dans la région sur GNL Saguenay, donc le projet de port de liquéfaction du gaz naturel qui arrivait de l'Ouest canadien, puis qui aurait été liquéfié à la baie, donc dans la ville de Saguenay, pour ensuite être transporté par méthanier dans le fjord jusqu'au marché européen et éventuellement asiatique. Ce projet-là nous est arrivé de l'extérieur, comme c'est souvent arrivé dans l'histoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc une grande entreprise qui vient proposer un projet. On parlait d'un projet de 14 milliards de dollars qui créerait jusqu'à 4 000 emplois pendant sa construction, 1 000 emplois pérennes par la suite. On n'était pas en pénurie de main-d'œuvre à l'époque, donc ça faisait saliver le milieu économique dans la région. Et ce qu'on a observé dans la région, c'est que les élus, pour la grande majorité, ont pris parti pour le projet. Donc, ce qu'on observait, c'est qu'il n'y avait plus de lieux, en fait, les lieux démocratiques où on aurait pu discuter du bien fondé de ce projet-là, finalement, ne permettaient pas le dialogue parce que, dans le fond, c'est comme si les gens qui étaient contre ce projet-là pour des raisons sociales, environnementales ou autres, quand ils arrivaient pour débattre, bien, ils faisaient face à un front commun uni derrière le projet. Les seuls lieux où ils restaient pour s'ostiner, c'était les médias, les journaux, puis ça s'engueulait d'un bord et l'autre. Les pro-projets accusaient les anti-projets d'être pour la mort de la région, ni plus ni moins, ce qui n'était pas vrai. Les anti-projets accusaient les pro-projets d'être pour la destruction de la planète, ce qui n'était pas vrai non plus. Donc, il n'y avait pas de lieu de dialogue, il n'y avait pas de lieu où on pouvait parler de ça. L'idée du grand dialogue est venue justement de ce manque-là d'espace de concertation. Je rappelle qu'en région, on a perdu nos conférences régionales des élus aussi il y a quelques années, en 2015-2016. Donc, les lieux de concertation qu'on avait n'existent plus. Donc, il manquait réellement d'espace pour discuter, dialoguer.
Donc, le grand dialogue est venu tenter d'apporter des réponses à ça. Donc, c'est une initiative, comme je vous disais, citoyenne à la base, de transformation sociale, d'autodétermination. Donc, le grand dialogue, ce qu'il veut amener, c'est donner à la région la capacité de décider par elle-même de ce qu'elle veut pour son avenir et non de dépendre de projets qui arrivent de l'extérieur, par exemple. Et c'est un projet qui se fait en coopération avec la recherche. Donc, nous, l'équipe de l'Agora, en fait, c'est un des projets de recherche qu'on a, le Grand Dialogue. Donc, on intervient, on appuie finalement l'organisation de terrain du Grand Dialogue dans le déploiement des activités. L'objectif du Grand Dialogue, c'est de mobiliser le plus largement possible les organisations et les citoyens aussi, citoyens-citoyennes, donc la population, pour co-construire une vision partagée de notre futur. Donc, ça, il y a comme toute une étape de prospective. Finalement, souvent, ce qu'on dit, c'est que le Grand Dialogue, la première étape, on veut faire rêver le monde. On veut les amener à se projeter comme dans leur Saguenay-Lac-Saint-Jean idéal. Fait que ça, c'est une première étape. Donc, co-construire une vision partagée de notre futur pour ensuite de ça, déployer une feuille de route pour la transition. C'est-à-dire, à partir de la vision qu'on aura souhaitée, on va identifier des chantiers sur lesquels la région est motivée à travailler, mobiliser les organisations, puis animer finalement l'action concertée de ces organisations-là. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite en fait dans le Grand Dialogue. Puis dans un premier temps, bien, ça passe par l'animation d'un dialogue qu'on veut le plus inclusif possible. Fait qu'on essaie de parler au plus grand nombre de personnes possible. Vous allez voir comment on y arrive. Puis on fait ça pour identifier nos forces, nos aspirations, nos rêves, carrément. On fait vraiment rêver le monde pour accélérer la transition régionale. Donc ça, c'est un peu l'objectif du Grand Dialogue. Quand on anime, quand on fait des animations, on a identifié 21 thématiques sur lesquelles on fait travailler les gens, sur lesquelles on fait réfléchir. On ne fait pas rêver les gens comme ça, le rêve ta région. On a un ensemble de thématiques. La nature, le vivre ensemble, la santé, les jeunes, les personnes aînées, le travail, les apprentissages, etc. Donc, on a une série de thématiques qu'on peut soumettre finalement à la discussion dans nos animations. Jusqu'à maintenant, on a commencé l'animation du dialogue, ça fait à peu près 1 an et demi. Juste pour vous dire, on avait imaginé le Grand Dialogue fin 2019, début 2020. On allait lancer le truc le 21 mars 2020, là, puis genre 1 semaine avant, pandémie, on ferme tout. Donc, c'est sûr que nous, ça nous a grandement ralenti. On a dû commencer le dialogue en virtuel. C'est pas l'idéal, mais fait que ça a pris du temps avant qu'on s'ajuste, qu'on démarre, qu'on mobilise virtuellement la population. Mais depuis 1 an et demi, là, depuis que les choses se réouvrent tranquillement, on a réussi à parler à 6500 personnes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça représente à peu près 2,5 % de la population. Ça peut avoir l'air pas beaucoup, là, mais si on apporte ce pourcentage-là à l'échelle du Québec, c'est comme si on avait parlé à 200 000 personnes, toute proportion gardée. Fait que 6 500 personnes avec qui on a animé des ateliers de discussion. C'est pas un sondage en ligne de 5 minutes, là. On parle des fois de rencontres qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans lesquelles on présente des contenus, on anime la discussion, on fait émerger le rêve, des pistes de solutions, etc. Donc, 6 500 personnes, dont à peu près 2 000 jeunes aussi. Quand je dis jeunes, c'est en bas de 18 ans. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont plus que 18 ans et qui se considèrent encore jeunes. Mais nous, c'est là qu'on a mis la ligne pour comptabiliser nos jeunes. Puis comment on y arrive? On a développé à peu près, je dirais, une 60aine de types d'animation. Fait que nos animations sont vraiment adaptées au public à qui on parle, au contexte dans lequel on est. Fait qu'on a des animations intérieures, extérieures, ludiques et d'autres très sérieuses, certaines virtuelles, d'autres en présence. Fait que, on a comme un portefeuille d'outils d'animation, ce qui nous permet de s'adapter à chaque fois. Si on va voir des gens de 5, 6, 7 ans, on a des animations qui nous permettent quand même d'aller chercher leur voix. Si on parle à des personnes défavorisées, si on parle à des personnes issues de l'immigration, par exemple, si on parle à des gens des milieux ruraux, versus urbain, on a des animations qui sont adaptées à chacun de ces contextes-là. Ça, c'est une des clés du Grand Dialogue, c'est de développer vraiment des types d'animations qui nous permettent d'entendre toutes les voix. En fait, c'est comme un des principes du Grand Dialogue, l'idée d'aller chercher toutes les voix possibles. On est allé chercher la voix des travailleurs de l'industrie lourde, on est allé chercher la voix des personnes qui aiment faire du 4 roues puis du skidoo dans le bois. T'sais. On veut entendre c'est quoi leur vision de la région. On est allé chercher la voix vraiment des petits villages reculés. On s'est déplacé pour aller les entendre. On est allé chercher la voix des personnes en réinsertion
sociales après avoir eu des séjours d'incarcération. On est vraiment allé chercher là, une multitude de voix de personnes qu'on n'entend pas habituellement. Fait que là, les chiffres ne sont même pas à jour. On a fait à peu près 250 activités de dialogue dans la dernière année et demie. On est rendu à peu près 20 000 propositions qui sont issues de ce dialogue-là. Puis, une des stratégies qu'on a, c'est qu'on travaille beaucoup en collaboration avec des organisations sur le territoire. C'est-à-dire que c'est très rare que le Grand Dialogue va monter une animation par lui-même. Tu sais. Donc, on va le plus souvent s'associer à des groupes qui travaillent déjà avec des publics. Par exemple, on va aller dans les écoles, on va travailler avec des directions d'école, avec des professeurs qui nous font entrer finalement et qui nous donnent accès aux jeunes. On va travailler avec des organismes communautaires qui ont déjà comme une clientèle ou un public avec lesquels ils travaillent, puis nous, on va s'insérer dans des activités qu'ils organisent déjà. On va dans des festivals, on va dans des événements, on va dans des conseils d'administration, on va dans des assemblées générales annuelles. Tu sais, fait que finalement, c'est comme ça qu'on réussit à la fois à aller parler à un grand nombre de personnes, mais aussi à tisser des liens avec des organisations qui sont souvent des niches de transition. Jusqu'à maintenant, on a développé des collaborations avec à peu près 120 organisations dans la région, puis peut-être une trentaine aussi au niveau national avec qui on collabore. Le Grand Dialogue est connecté à Chemin de transition à l'Université de Montréal, est connecté au Front commun pour la transition énergétique. On est comme une collectivité zen. On est aussi connecté à un réseau d'initiatives de transition dans d'autres régions périphériques, en Abitibi, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Donc, on travaille aussi là, à développer des liens au niveau national, mais c'est vraiment les liens qu'on crée au niveau local, en fait, qui sont riches et qui nous permettent justement d'identifier des niches de transition puis d'accéder, en fait, à un grand nombre de personnes. Je vous amène un peu dans la méthodologie. Je vous disais que pour l'instant, ce qu'on fait, on est beaucoup en train d'animer et faire émerger la vision dans la perspective d'entendre toutes les voix. Donc là, c'est ce que je viens de vous présenter. Ensuite de ça, l'étape suivante, c'est de synthétiser les milliers de propositions que les citoyens et citoyennes nous amènent. On a développé même une méthodologie qui permet d'impliquer des citoyens et des citoyennes dans l'exercice de synthèse. On s'entend que synthétiser des données, il y a comme une méthodologie quasi scientifique en arrière de ça, mais on implique des citoyens et des citoyennes dans nos activités de synthèse. Ça leur permet à la fois de s'immerger dans le rêve de leurs concitoyens et concitoyennes, mais aussi de développer une meilleure compréhension des mécanismes de recherche. Donc, il y a de l'éducation populaire qui se fait à travers ça aussi. Donc là, quand on synthétise les données, on se commence avec comme une espèce de synthèse brute de ce que les citoyens nous ont dit. Et après ça, il y a 2 étapes de validation qu'on va faire. C'est pas encore fait, mais ça, c'est dans la prospective, ça s'en vient. Donc, il y a une première étape de validation par un comité expert, c'est-à-dire on va aller chercher des gens qui connaissent le domaine et qui vont nous dire, OK, ce à quoi rêvent les citoyens et citoyennes, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est cohérent avec la transition aussi sociale et écologique? Donc, il y a comme une espèce de validation qui va être faite là. Puis après ça, on a l'objectif de constituer en 2024 un jury citoyen, c'est-à-dire aller recruter peut-être une centaine de citoyens au hasard au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont discuter, débattre et faire ressortir peut-être la vision la plus consensuelle possible à partir de tout ce qu'on aura récolté comme données. Fait que, voyez ça quasiment comme une assemblée constituante, c'est-à-dire qu'on va aller piger au hasard des citoyens qu'on va inviter à débattre, à discuter, à dialoguer pour identifier c'est quoi vraiment la vision sur laquelle on se lance. Et à partir de cette vision globale-là, on va identifier les chantiers sur lesquels on va mobiliser et faire travailler des organisations régionales. Fait que ça, c'est comme notre plan de match global pour les 5 prochaines années. Mais il y a 2 thèmes sur lesquels on travaille. Olivier, oui? Juste rapidement, il y a une question de René Lachapelle qui demande avec qui vous êtes en lien en Gaspésie? Avec le CIRAD, c'est eux autres notre lien. Puis la Gaspésie sont en train, ils sont devenus récemment une collectivité zen avec le projet du Front commun. Puis le Grand Dialogue, on va aussi être un peu mentor, pas mentor, là, le terme n'est pas bon, là, mais on va être maillé finalement avec la Gaspésie et ce groupe multi-acteurs-là qui est en train de se mettre en place en Gaspésie pour animer justement le processus de collectivité zen. Fait que, ça, c'est comme nos principales collaborations, mais on a plein de liens aussi avec d'autres groupes là-bas, comme Nourrir notre monde, notamment aussi. Merci pour la question. Donc, je vous disais, ça, c'est notre plan de match général pour le Grand Dialogue, mais il y a 2 thèmes sur lesquels on a pu avancer plus rapidement. C'est le thème de l'alimentation et de la mobilité. Pourquoi l'alimentation? Parce qu'il y a déjà un groupe intersectoriel en place dans la région qui s'appelle Boré,
dont j'aurais vraiment eu envie de vous parler aussi, mais là, ça ne rentre pas. Donc, ça sera pour une autre fois, mais c'est un groupe volontaire d'acteurs, de toutes les têtes de réseau qui travaillent justement à mettre en place des meilleures pratiques sur l'ensemble du système alimentaire. Dans le fond, ça nous a permis de déjà synthétiser la vision alimentation et de la faire atterrir dans Boré, qui agit présentement comme comité expert pour valider les orientations souhaitées par les citoyens et citoyennes. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Mais celui dont je veux vous parler, c'est la mobilité. Pourquoi la mobilité a avancé rapidement? De façon surprenante, je veux dire surprenante parce qu'on est vraiment dans une région très vaste, un grand territoire où les gens sont très attachés à leur voiture, voire à leur 4x4. Et c'est une culture de pick-up au Saguenay-Lac-Saint-Jean, assumons-le. Puis souvent, les gens qui ont voulu parler de mobilité durable, c'est-à-dire mobilité active, le vélo, marche et tout ça, même de ces transports en commun, étaient confrontés au fait que, c'est ça, dans la région, on aime les moteurs, on aime nos voitures et tout ça. Ça décourageait beaucoup d'initiatives. Mais là, nous, à travers le dialogue citoyen qu'on anime, ce qu'on observe, c'est que oui, les gens tiennent à leur voiture, mais ils souhaitent quand même d'autres modalités de déplacement. Ils aimeraient ça pouvoir se déplacer efficacement en autobus dans la ville. Ils aimeraient ça pour se déplacer entre les villes et villages en autobus. Ils aimeraient ça plus de trottoirs déneigés l'hiver, plus de pistes cyclables. Donc ça émanait en fait des animations qu'on faisait. Et dans la région, il y a une organisation qui est le CRED, le Conseil régional en environnement et développement durable, qui venait d'avoir un financement pour agir sur des enjeux climatiques, qui souhaitait organiser ou structurer une espèce de chantier mobilité dans la région et qui cherchait la légitimité pour le faire. Fait que quand on a commencé à dire hey, la mobilité, ça ressort, le Grand Dialogue et le CRED travaillaient déjà ensemble, le CRED a dit écoutez, là, vous nous dites que les citoyens appuient des initiatives de mobilité durable, donc nous, on en profiterait pour lancer un chantier mobilité dans la région. C'est ce qui s'est passé. Le CRED et le Grand Dialogue se sont associés. On a réussi à mobiliser 13 organisations dans une espèce de comité informel qui allait organiser jusqu'à maintenant 2 forums mobilité. Je vous mets la liste des organisations ici parce que je vous ramène aux petites flèches qui s'organisent avec les acteurs dans les régimes. Là. Dans le comité organisateur du Forum sur la mobilité durable, on a 4 organisations gouvernementales, c'est-à-dire la SAQ, Société d'assurance automobile, le ministère des Transports, la Santé publique et le ministère des Affaires municipales. Donc, 4 joueurs clés qui sont autour de la table qui travaillent avec nous. On a les 2 grandes villes de la région, Alma et Saguenay, qui sont au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Je n'ai pas fait le portrait de la région, mais ceux qui connaissent un peu savent qu'il y a une dualité Saguenay et Lac-Saint-Jean. C'est toute une histoire derrière tout ça, mais là, on a les 2 grandes villes et on a les 2 sociétés de transport principales, c'est-à-dire la STS, Société de transport de Saguenay, et Accès Transport, qui est au Lac-Saint-Jean, qui sont autour de la table. En plus d'organisations communautaires comme la table intersectorielle sur les saines habitudes de vie, le CRED, qui sont là aussi, le Grand Dialogue, qui est une initiative citoyenne, et on a finalement le regroupement des aménagistes et urbanistes de Saguenay, aussi autour de la table. Pour organiser les 2 forums dont je vais vous parler, on a eu l'appui de l'ensemble, l'appui financier de l'ensemble des MRC et de l'ensemble des députés provinciaux et fédéraux de la région. Fait que, on a réussi à mobiliser tout ce monde-là pour organiser. Ça s'est fait en 3 mois. Honnêtement, les premières discussions ont lieu en novembre 2021. En février, le comité était constitué. En mai, on a tenu le premier forum sur la mobilité durable, donc même pas 6 mois après que le CRED a élevé la main pour mobiliser finalement tout ce monde-là. Donc, on assiste vraiment comme à une mobilisation très, très rapide. Je vais vous parler rapidement des 2 forums, comment on a structuré tout ça. Juste préciser peut-être que le Grand Dialogue dans cette organisation-là a vraiment un rôle d'animation. Fait que nous, on est là pour organiser les ateliers, tous les ateliers où on va faire échanger les acteurs entre eux. Donc, le premier forum a eu lieu le 26 mai 2022, donc il y a quelques mois. C'était au Cégep de Chicoutimi, donc à Saguenay. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cet événement-là? On a défini c'était quoi pour nous la région, la mobilité durable. Donc, il y a un présentateur, un conférencier qui est venu parler de mobilité durable en général, mais nous, on a dit, OK, comment on met ça à la couleur du Saguenay-Lac-Saint-Jean? On n'est pas Montréal, on n'est pas Québec, on n'est pas Gatineau, Ottawa. Là, on a une réalité territoriale très différente. Donc, on a défini collectivement c'est quoi notre vision de la mobilité durable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vision qui est venue enrichir celle que le Grand Dialogue avait déjà fait émerger de nos animations citoyennes. Ensuite de ça, on a documenté certains enjeux liés à la mobilité dans la région.
On a discuté de la meilleure manière de s'organiser dans la région et finalement, on a comme présenté des pistes d'action. C'est un événement qui durait une journée. On a eu 70 personnes qui sont des acteurs clés de la mobilité. Ce n'était pas un événement grand public. C'était vraiment un événement sur invitation. On allait chercher des élus, des gens, des organisations un peu partout. Donc, c'est vraiment des acteurs qui ont un pouvoir d'action. Je vous présente juste quelques éléments qu'on a présentés. Quand je vous disais qu'on a ciblé des enjeux, on a travaillé avec des artistes. En fait, on avait déjà un portrait de quelques indicateurs clés qui nous montraient c'était quoi les enjeux auxquels on était confrontés. Mais au lieu de présenter un tableau de bord, on a demandé à des artistes d'illustrer visuellement les enjeux auxquels on était confrontés dans la région. Je vous passe quelques exemples. On en avait une dizaine de visualisations comme ça. Donc là, vous voyez, sur ce graphique-là, on compare la longueur du réseau routier avec la longueur du réseau de trottoir et du réseau cyclable juste à Ville-de-Saguenay. Puis la partie qu'on voit encadrée, c'est la partie qui n'est pas entretenue l'hiver pour les trois. On voit que l'ensemble du réseau est entretenu. La moitié des trottoirs le sont, puis presque aucune piste cyclable n'est entretenue l'hiver. Ça donne comme déjà une représentation. Je passe ces autres en rafale. Là, ici, sur celle-là, on voyait l'augmentation du parc automobile en 20 ans, en 17 ans même. On voit qu'en 17 ans, le parc automobile a grossi de 26 % alors que la population stagnait. On n'a pas eu d'augmentation démographique. Ici, on voit la répartition des coûts de santé liés aux accidents puis à la santé publique liés au transport puis à la mobilité. Ici, on voit la proportion des dépenses des ménages consacrées au transport. On voit que c'est 19 % c'est la carte rouge. Puis on voit là-dessus qu'il y a juste 9 % des dépenses des ménages qui vont au transport en commun. Ici, on compare les émissions de gaz à effet de serre des différents modes de transport. Et enfin, ici, on présente la proportion des véhicules électriques sur les routes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est-à-dire à peu près 2 % Ça a coupé un peu l'herbe sur le pied des gens qui disaient que le char électrique était la solution à tous nos problèmes. On voit qu'on est vraiment loin du compte avec ça. Vous voyez, on a travaillé avec des artistes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au Grand Dialogue, travailler avec des artistes pour illustrer, pour mettre d'autres couleurs que des mots, des concepts scientifiques derrière ce qu'on raconte, là. Donc ça, on a présenté ça, puis on a aussi présenté la vision. Je pourrais même vous la transmettre, la vision qui émerge de toutes les activités, la vision brute sur la mobilité qui a été présentée au forum et enrichie même lors du forum. Finalement, je disais qu'on avait fait des ateliers. Donc, les ateliers qu'on a fait le 26 mai, c'était des ateliers qui visaient à enrichir, comme je disais, la vision qu'on a pour la mobilité durable. On a aussi travaillé à identifier des enjeux prioritaires, sur quoi on doit travailler en priorité dans la région. Et finalement, dans le dernier atelier de l'après-midi, on s'est dit, OK, et comment doit-on s'organiser au niveau régional? À chaque fois, dans les ateliers, on fonctionne en sous-groupe. Donc, on sépare les gens en petites gangs de 5-6 personnes. Il y a une animation. Donc, une personne à l'animation à chaque table qui récolte les idées. On utilise plein de post-it pour ceux qui connaissent les méthodes plus de co-construction. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est sorti, en fait, du premier forum? En passant à la fin du premier forum, on a tout de suite annoncé le deuxième forum qui a eu lieu le 2 novembre. Donc, lui, c'est plus récent, c'est il y a à peu près un mois. Fait que l'idée de tout de suite annoncer le prochain événement, ça garde la mobilisation active. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 2 novembre? Déjà, on s'est déplacé à Alma cette fois-là parce qu'on veut une représentativité territoriale aussi. Donc, on est allé plus au cœur de la région, plus près du lac Saint-Jean. On a eu 115 personnes au deuxième forum. Donc, on a augmenté de quasiment 50 % la participation. Et là, en avant-midi, on a parlé quasi exclusivement d'une instance régionale en mobilité durable, chose qui n'existe pas. Ça, c'était vraiment sorti du premier forum. Quand on demandait aux gens comment on s'organise, tous les sous-groupes ont dit ça nous prend une instance, ça nous prend quelque chose, ça nous prend un lieu de concertation régionale. Donc, on s'est dit, OK, les 13 organisations autour de la table, malgré qu'il y avait des bonnes idées sur comment faire, on dit on va plutôt leur reposer la question aux acteurs de la mobilité. Donc, on va leur demander de nous aider à définir cette instance-là. Quand on a fait l'atelier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté différents modèles existants au Québec. On a parlé des centres de gestion des déplacements, on a parlé de la table de partenaires, on a parlé de la régie en Gaspésie, justement, c'est d'autres gens avec qui on collabore. Donc, la régie intermunicipale en mobilité, je ne me rappelle plus des noms, régime, en gestion intégrée de la mobilité ou quelque chose comme ça. Donc, on a présenté différents modèles, du plus formel au plus informel. Ça a donné comme des idées aux gens présents sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la région. Et ensuite de ça, on avait 13 tables avec à peu près une dizaine de personnes à chaque table qui discutaient. Encore là, une personne à l'animation. Puis on s'est posé la question,
pourquoi on veut une instance, quels seraient les rôles de cette instance-là, c'est quoi les leviers, les écueils à éviter. Là, on est en train de traiter la richesse de l'intelligence collective là, qui a parlé pendant cet atelier-là. Et au 3e forum, parce qu'on a déjà annoncé un 3e forum, on va proposer un modèle d'instance basé sur ce que les gens nous auront dit. Puis là, on va le valider avec les acteurs présents avant d'essayer de le mettre en place. Dans l'après-midi, très rapidement, on a fait des ateliers plus thématiques. Fait que je vous rappelle, dans le premier forum, on a demandé aux gens sur quoi devrait-on travailler en priorité. Puis il y a 7 enjeux qui sont sortis comme étant prioritaires. Fait que l'après-midi du 2e forum, au mois de novembre, on a créé des tables, mais plus thématiques cette fois-là, où les gens allaient parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité, le financement, l'aménagement du territoire, etc. Fait que là, encore là, on a plein de pistes qui sont sorties pour mieux définir les enjeux auxquels on est confronté, puis pour proposer des solutions, des pistes d'action et ce qu'on appelle des projets chatons, donc des petits projets mignons, faciles à mettre en place. Projet chaton, c'est en anglais, ils disent les low-hanging fruits, là, les fruits faciles à décrocher de l'arbre. Bon, nous, on appelle ça nos projets chatons dans la région. Fait que c'est des projets, peu d'efforts, beaucoup d'impact, mobilisants, stimulants, engageants. Donc c'est ce qui est ressorti en fait de l'atelier de l'après-midi. Et ensuite de ça, on avait un atelier d'engagement. Donc, on demandait aux acteurs présents, soit à titre organisationnel ou individuel, de s'engager pour la mobilité durable, puis de vraiment prendre des engagements concrets. Qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine semaine, dans le prochain mois, dans la prochaine année, pour faire vivre finalement une dynamique régionale pour la mobilité durable. C'est là qu'on est rendu. Rendez-vous quelque part en avril ou mai 2023 pour le 3e forum sur la mobilité durable. On a beaucoup de travail à faire d'ici. Maintenant, pour clore, en fait, qu'est-ce qu'on observe? Là, je vais prendre un pas de recul, puis je vais vous mettre un peu plus mes lunettes de chercheur. Qu'est-ce qu'on observe, en fait, de l'ensemble de ces enjeux, ces discussions, puis ces dynamiques-là en place? Oui? Excuse-moi de t'interrompre encore, mais Valérie Savard qui t'a dit 3e forum dans le haut du lac, clin d'œil. C'est drôle, on a demandé aux gens où est-ce qu'ils voulaient qu'ils se situent le 3e forum, puis effectivement, ils nous envoient dans le haut du lac, à Dolbeau ou à Saint-Félicien, mais je dois dire qu'il y avait des acteurs absents. Tout le Bas-Saguenay n'était pas vraiment présent à Alma, fait que probablement qu'eux autres auraient tiré la couverte de leur bord, puis ils auraient dit « Non, venez faire ça à L'Anse-Saint-Jean ou quelque part ». Fait que probablement que le 3e va être dans le haut du lac et le 4e va être quelque part dans le Bas-Saguenay. Fait que oui, on s'en va là, Valérie. Donc, quelques constants. Déjà, la mobilité durable, c'est vraiment un enjeu, un chantier complexe. On a une présentation sur les écosystèmes d'acteurs mobilisés par la mobilité. Là, il y a des centaines de personnes, donc c'est quand même, c'est très intersectoriel aussi. Il y a des gens en santé, en aménagement du territoire, des ingénieurs là-dedans, des gens de technologie. Il y a vraiment toutes sortes de monde qui s'intéressent à la mobilité, les villes, les MRC, le gouvernement, les ministères. C'est juste le fait qu'il y ait 4 ministères autour de la table, ça montre aussi le caractère très intersectoriel, en fait, de l'enjeu. Fait que ça, c'est quand même une complexité dont il faut tenir compte dans tout ce qu'on fait. Les freins sont énormes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ça, il n'y a personne qui le nie. On a une très faible densité de population sur un très vaste territoire et il reste la fameuse culture du char. Les jeunes ici à 16 ans, ils ne rêvent que d'avoir une voiture pour sortir de leur rang, pour sortir de leur village, pour pouvoir avoir la liberté de se déplacer partout. Fait que ça, il y a des freins vraiment importants à relever. Un autre enjeu qu'on observe, c'est que la perte des CRE, des conférences régionales des élus, a fait mal à la région. Il y a comme toute une culture de concertation qui était présente jusqu'à il y a 5-6 ans, qui est à reconstruire. Mais si c'est un défi, c'est vu aussi par beaucoup d'acteurs comme une opportunité de réinventer ces lieux de concertation-là. Tu sais, ce qu'on fait avec les forums mobilité, la CRE n'aurait pas fonctionné comme ça. Il y aurait probablement eu leur table de partenaires sur la mobilité. Ça serait discuté au sein de cette instance-là. Nous, on ouvre, on va chercher plein d'autres visions. Puis on discute, finalement, on utilise un peu plus l'intelligence collective. C'est vraiment une volonté du groupe qui est là. Fait que oui, un défi, mais peut-être aussi une opportunité, en fait, de tester d'autres mécanismes, d'autres modes de gouvernance, finalement. Puis dans cette opportunité-là, ce qu'on observe, c'est vraiment un engagement fort des acteurs présents. Tu sais, les 13 organisations autour de la table sont fortement engagées et ils ont une volonté collective de décider collectivement. C'est-à-dire qu'on ne sent pas encore d'organisations qui tirent un peu la couverte de son côté. Il y avait les gardes de clocher, on sent qu'ils ne sont pas présents pour l'instant. Ça va peut-être venir.
Fait que vraiment, puis tu sais, peut-être un petit clin d'œil, là, je vous remontre ce graphique-là. Ce qui est en train de se passer, c'est réellement ça. Donc, des acteurs, des niches de transition qui sont invités au forum, qui s'assoient au même table que des acteurs qui sont dans les systèmes, dans les directions ministérielles régionales, dans les organismes qui ont des leviers, des élus étaient présents, etc. Puis on est en train de tranquillement, bon, peut-être pas encore à transformer notre mobilité, mais déjà de transformer la manière dont on discute de mobilité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est vraiment une approche qui est nouvelle, dans laquelle les gens embarquent avec beaucoup de confiance, beaucoup de plaisir, mais beaucoup de lucidité aussi sur le fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Quelques autres défis pour terminer. Il y a des acteurs qui sont absents. Les acteurs politiques et privés. Donc, tu sais, il y a beaucoup de transport qui est le lot d'entreprises privées. Là. Tu sais, je pense à Intercar, par exemple, qui assure le service interurbain d'autobus. On a de la misère à les motiver à venir s'asseoir à la table avec nous. Et les acteurs politiques, les élus, étaient présents, mais il y a de quoi dans la dynamique. Les élus sont plus durs à faire parler. Ils sont là plus un peu en mode observation, en mode interaction, concertation. Je généralise, là, il y a toutes sortes de dynamiques. Mais en tout cas, on a un peu de travail à faire au niveau des élus, donc du secteur politique et privé. Un autre défi qu'on a, c'est de débloquer les moyens financiers et humains. Curieusement, il y a quelques années, c'était beaucoup les sous qui manquaient. Là, maintenant, avec tous les enjeux climatiques, les sous sont au rendez-vous, mais là, c'est les humains qui nous manquent. On est en pénurie de main-d'œuvre, puis toutes les entreprises, tous les ministères, tout le monde a de la misère à trouver son monde. Donc, il y a peut-être des projets qui n'avanceront pas aussi vite qu'on souhaiterait parce qu'il manque de personnes, en fait, pour les mener à bon terme. Je vous parlais de l'inertie de nos systèmes, de nos régimes. Bien, au niveau culturel, puis au niveau de l'aménagement des territoires, c'est sûr que ça va être un gros chantier. Nos villes sont designées pour des décennies, voire des siècles. Fait que transformer l'aménagement urbain puis transformer la culture de mobilité dans la région, ça ne sera pas simple. Puis finalement, le dernier enjeu qu'on observe, vu qu'on parle d'instance de gouvernance, ça va être comment s'arrimer à ce qui existe déjà. Parce qu'il existe déjà des lieux de concertation qui traitent de près ou de loin de la mobilité. Fait que là, il y a comme tout un enjeu de ne pas arriver avec une nouvelle chose qui va vouloir remplacer les instances en place, mais surtout d'organiser et d'arrimer le travail des différents acteurs qui sont déjà présents. Fait que ça, c'est les défis qui s'en viennent. Fait que, en conclusion, qu'est-ce que moi j'en retire? En fait, pourquoi je veux vous laisser avec tout ça? Quand on analyse la dynamique en cours, ce que moi j'observe, c'est premièrement le pouvoir des voix citoyennes. S'il n'y avait pas eu tous les ateliers que le Grand Dialogue a animés qui montraient que les citoyens s'intéressaient à la mobilité durable, il y a probablement rien de tout ça qui serait arrivé aussi rapidement. Ça aurait peut-être fini par émerger puis se faire, là. Mais on sait que le fait que ça vienne de citoyens et citoyennes à qui on parlait, ça a accéléré tout le processus puis ça a donné de la légitimité aux organisations qui voulaient travailler sur ce chantier-là. Deuxième élément, l'importance d'une compréhension commune des enjeux et de l'écosystème. On a beaucoup travaillé à la fois dans le comité avec les 13 organisations, mais aussi dans les 2 forums à définir la vision qu'on avait de la mobilité, la définition, les enjeux, prendre le temps de s'entendre sur tout ça. C'est long, ça prend du temps, mais ça permet après ça d'avancer beaucoup plus rapidement parce qu'on a comme pu à définir ou on a pu à s'ostiner en fait sur les priorités. Ça vient des gens puis les gens s'entendent là-dessus. La pertinence d'une vision commune, ça va aussi dans ce sens-là. Pour l'instant, la vision est beaucoup sur le processus, c'est comment on va l'atteindre, mais on a en parallèle la vision de la région, modèle de mobilité durable qui est en train de se dessiner. Puis on voit que ça mobilise, en fait, ça donne du courage, ça suscite l'engagement, en fait. De voir qu'on s'en va quelque part, tout le monde ensemble, c'est vraiment une clé, en fait. Et finalement, la force d'une mobilisation intersectorielle. Je vous disais qu'on est passé de 70 à 115 acteurs. À l'échelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, réunir 115 acteurs clés pour parler de mobilité durable à Alma pendant une journée de temps, c'est un exploit. Ça a été rendu possible parce que 13 organisations sur le comité organisateur se sont mis de la partie, ont utilisé les leviers, les contacts, les réseaux, l'influence qu'il y avait. On a fait un bon coup aussi. On est allé chercher Sylvain Godreau, qui est anciennement député du PQ, qui a été ministre des Transports et de l'Aménagement des Affaires municipales, dans le gouvernement Marois, qui est tombé, qui a démissionné, qui a mis fin à sa carrière politique juste avant le forum.
Fait qu'on a utilisé Sylvain comme ambassadeur. On l'a utilisé. C'est vraiment l'entente était claire et transparente. Fait que lui aussi, en parlant de mobilité, il était crédible et il a permis d'attirer vraiment beaucoup de monde. Fait que, la force de cette mobilisation-là nous permet de mobiliser encore plus de gens. Et je peux vous dire, c'est peut-être un effet pandémique, là. Les gens étaient extrêmement contents d'avoir l'occasion de construire ensemble quelque chose. Il était dur à arrêter. Nous, on avait peur qu'il y avait 4 heures d'atelier de co-construction pendant la journée du 2 novembre. On avait peur que ça les épuise, qu'ils décrochent. D'habitude, les gens sont plus habitués d'avoir des informations descendantes, des présentations, conférences. Les gens étaient en feu. Ils n'étaient plus arrêtables. On avait un cocktail à la fin, puis on a dû mettre le monde dehors parce qu'il fallait qu'on libère la salle. Bref, ça répond quand même, je pense, à des besoins aussi des acteurs de plus se parler, de plus collaborer, de plus décider ensemble. Est-ce que ce sera suffisant pour surmonter les défis dont je vous ai parlé juste avant? Je pourrais revenir faire une petite présentation en décembre 2023 pour une petite mise à jour. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous amener comme contenu. Merci d'avoir laissé le temps d'aller au bout de mes idées. La dernière fois, j'ai fait une présentation similaire. On m'avait dit 30 minutes. La dernière minute, on m'a dit « Peux-tu le faire en 20? » Puis là, c'est comme le contraire qui s'est passé. On dirait que je me suis vengé. Ben, écoute, un très grand merci, Olivier. Écoute, étant moi-même quelqu'un qui a beaucoup de frustration par rapport aux courtes présentations, on s'est dit on organise minimum 1h30, 45 minutes, 1 heure de présentation, une demi-heure d'échange. Donc, merci beaucoup pour cette présentation on ne peut plus inspirante. J'avais déjà entendu parler du grand dialogue, puisque vous faisiez un peu, mais de loin. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu avoir tous les détails par rapport à tout ça. C'est vraiment extrêmement inspirant. Et en plus, ça donne bien parce que je suis arrivé un peu en retard pour l'animation parce que je suis à la Cité des Hospitalières à Montréal, où on a eu tout le matin de rencontres, de réunions avec un nouveau truc qui s'appelle l'initiative Transition en commun, où on essaye à peu près de faire ce que vous avez fait, mais au niveau de Montréal. Mais donc, l'étape de quartier était là, les organismes culturels, communautaires, de santé, tout le monde était autour de la table ce matin, et puis le truc est déjà mis en place. Mais les questions qu'on débattait ce matin, j'ai regardé ta présentation, je me dis, ben, faudrait que je les fasse voir, cette présentation, parce qu'il y a plein de choses que tu réponds, que vous avez répondu à certains défis qu'on a en ce moment. Donc, c'est vraiment fascinant. Peut-être 2 petites précisions, Dan, avant que tu ailles plus loin. La première, vous n'avez rien vu du grand dialogue dans ce que je vous ai dit. C'est comme un mouvement protéiforme. Il y a plein de choses qu'on teste, qu'on expérimente à plein de niveaux que je n'ai pas pu vous parler. Par exemple, on fonctionne en sociocratie. Donc, il n'y a pas de patron, on fonctionne vraiment en cercle de travail, on explore ça. Fait que il y a encore à apprendre. Même moi, il n'y a plus personne qui sait tout ce qui se passe dans le grand dialogue, là, tellement qu'on explore des trucs. Puis l'autre chose, transition en commun, on est en lien via le TIES. Je vois Caroline Dufresne qui est là, qui est au TIES. On est partenaire aussi d'une initiative là, qui a été soutenue. Je ne veux pas dire, Caroline, tu me corrigeras si j'échappe des morceaux, là. Mais il y a un soutien financier, je pense, qui a été obtenu du MEI puis qui nous permet de faire des échanges de bonnes pratiques. On s'inter-inspire énormément au Québec entre les initiatives de transition. C'est vraiment pas juste du grand dialogue vers d'autres. Nous aussi, on s'inspire d'énormément de choses qui ont été faites avec le collectif Territoire en Abitibi, avec le LIO dans le bas du fleuve, avec le TIES qui développe des outils extraordinaires, avec Chemin de transition à Montréal. Donc, il y a comme un beau momentum, je pense, puis les groupes se parlent. Ça, c'est très, très riche. Oui, puis j'ajouterais même projet collectif à ça, qui a exactement comme but de faire du maillage de connaissances entre tous les projets au niveau du Québec au complet. Donc, effectivement, je pense que le momentum a rarement été aussi présent, en fait, au Québec pour ces questions-là. J'inviterais donc pour les dernières 30 minutes. Donc, si vous avez des questions dans la salle, ça serait le moment de les poser à Olivier. René Lachapelle. Oui, bonjour. Merci d'abord pour la présentation. C'est vraiment inspirant. Je trouve que c'est important qu'on aborde la transition socio-écologique à partir de ce qui émerge dans les démarches de territoire. La question que j'aurais le goût de vous poser, vous avez parlé de recherche-intervention. J'aimerais ça que vous développiez un petit peu parce que c'est plus loin que la recherche-action, à ce que je comprends. Les chercheurs assument
une part du leadership dans la démarche. Alors, j'aimerais ça que vous en parliez un petit peu plus. Merci. Oui, merci René pour et le commentaire et la question. Effectivement, on est dans le spectre de la recherche-action avec la recherche-intervention, mais ça implique une posture d'engagement des chercheurs, je dirais. C'est-à-dire qu'on assume de façon explicite notre intention de contribuer au changement social. Donc, effectivement, on a un rôle, par exemple, je vous parlais rapidement de Boré tantôt. Boré, c'est un collectif d'acteurs qui va améliorer le système alimentaire régional. Nous, comme chercheurs, on est arrivé rapidement dans cette démarche-là. On alimentait les gens présents en termes d'outils, en termes de stratégie. Quand ils rencontraient des défis, le secteur économique qui s'occupe de la production alimentaire, puis le secteur communautaire qui s'occupe de l'insécurité alimentaire, quand ils se parlent, ils ne parlent pas du tout le même langage. Fait que nous, on agissait à la fois comme traducteurs pour expliquer à un ce que l'autre vivait comme réalité et tout. On les outillait, on animait les rencontres. On contribuait aussi à enrichir la vision qu'il y avait de ce que serait un système alimentaire durable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on avait vraiment une posture de transmission, d'accompagnement, d'intervention. En fait, c'est ça. On était vraiment acteurs de la démarche. Puis en parallèle à ça, on a des étudiants et étudiantes qui faisaient des projets de maîtrise sur Boré. Fait que ça, c'est comme le volet. Fait qu'on a un volet intervention, mais on a un volet recherche aussi. C'est-à-dire que une fois que l'intervention est faite, ou même en cours d'intervention, on prend un pas de recul, puis on va, avec des méthodologies de recherche classiques, là, des entrevues basées sur la littérature, puis des sondages, des choses comme ça, mais on va documenter l'impact des actions qu'on fait. Fait que c'est vraiment ça la recherche-intervention. Puis moi, je trouve ça important de le préciser, parce que vous aurez compris que moi, je fais de la recherche en sciences sociales et humaines, surtout. Mais je ne sais pas si vous avez été attentif. Dan, quand il m'a présenté, il a mentionné que j'étais rattaché au département des sciences fondamentales dans mon université. L'éco-conseil est rattaché aux sciences fondamentales. Donc moi, je suis entouré de chercheurs qui ne sont pas du tout familiers avec ces approches-là. Et pour faire de la bonne science, il faut séparer le chercheur de l'objet de recherche. C'est ça qui est un peu notre défi, c'est de dire non, ce qu'on fait, c'est de la recherche pour vrai, même si le monde nous voit intervenir, nous voit participer à des rencontres, il nous voit agir, puis prendre des positions, en fait, qui des fois ne relèvent pas de la science. Le but, c'est de clarifier tout ça. C'est pour ça qu'on a senti le besoin de nommer recherche-intervention. Il y a une part d'intervention qui est assumée, explicite. Les valeurs qui nous guident, les raisons pour lesquelles on le fait, on rend tout ça visible pour que ça soit clair. Puis en arrière, quand on fait le volet recherche, là, on prend un pas de distance, un pas de recul, puis on utilise des méthodes classiques qui nous permettent d'être quand même objectifs dans ce qu'on observe comme résultat. C'est pour ça que le grand laboratoire, pour moi, quand j'en parle à mes collègues, je leur dis, vous autres, vous passez du temps à vous monter des laboratoires, à acheter de l'équipement, des microscopes, vous allez dans le bois chercher des tranches d'arbres, pour me... Ça, c'est du temps que vous prenez pour vous équiper pour faire de la recherche. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain, on mobilise des acteurs, on les fait travailler ensemble, on les outille, on les amène à changer leur milieu, puis ça devient notre laboratoire. C'est sur ça qu'on fait des observations après. Très bien. Et comment tu t'es ramassé dans ce département de sciences fondamentales, étant donné que c'est eux qui embauchent? Donc, ils ont embauché quelqu'un qui n'avait aucune idée de quoi il s'embarquer. Comment ça... Caroline, je te passe la parole après, excuse-moi. C'est historique, en fait. L'éco-conseil a été fondé à l'UQAC par Claude Villeneuve, qui est biologiste. Donc, quand ça a été le temps d'attacher cette multidiscipline, comme je disais, l'éco-conseil, on a des gens qui viennent de tous les milieux. Puis, les fondements écologiques sont super importants dans la pratique de l'éco-conseil aussi. Donc, comme le fondateur du programme était biologiste, c'est atterri ici, mais ça aurait très bien pu atterrir dans d'autres domaines. Et c'est assumé par le département qui vont chercher des profs qui ont des expertises qui ne sont pas des sciences fondamentales, vu la nature du programme. Ça nous prendrait peut-être un département d'études interdisciplinaires dans les universités, je pense, en 2022. Là. Mais c'est un peu pour ça. Ouais. OK, je comprends mieux le parcours. Caroline? Oui, merci. Salut, Olivier. Salut. Je me rends compte que ça fait longtemps qu'on s'est parlé parce que je ne suis plus au TIES, en fait. Mais profiter pour te donner des nouvelles. Non, mais maintenant, je coordonne les ateliers des savoirs partagés à temps plein. Là, je suis vraiment là-dedans tout le temps. Puis ma question pour toi, c'est... Puis là, j'ai manqué le début, je suis arrivée en retard. Désolée, fait que si tu en as parlé, tu me diras, puis on se reparlera une autre fois. Mais
Dans votre volet sur le transport durable, est-ce que vous avez réfléchi ou vous avez regardé aussi le transport en alimentation, mettons des camions lourds, les routes entre le Saguenay, le lac, puis l'extérieur un peu? Puis si oui, y a-t-il une manière un peu plus durable de transporter les denrées ou avez-vous quelque chose à ce sujet-là? Boré s'intéresse beaucoup à ces questions-là, déjà. Là, fait que, le collectif d'acteurs qui s'intéressent à l'alimentation, ils ont tout un volet mutualisation au niveau du transport, optimisation des entrepôts, des camions réfrigérés qui circulent sur la route. Donc, c'est plus au niveau de Boré. Puis Boré existait avant le Grand Dialogue. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que quand on parle du chantier mobilité, il y a des acteurs qui lèvent la main en disant « Hey, il y a des choses qui s'expérimentent au niveau de Boré qui pourraient être intéressantes aussi pour d'autres types de marchandises, par exemple. Tu sais, des camions qui circulent à vide, il y en a beaucoup. Puis on manque de conducteurs pour transporter des camions pleins. Tu sais, y a-t-il quelque chose qu'on peut utiliser comme ça? Puis là, l'expérience de Boré se transfère du volet alimentation au volet mobilité. C'est des choses qu'on souhaite voir s'opérer. Je ne cacherai pas même que la vitesse à laquelle le chantier mobilité a démarré n'est pas étranger au fait que certains des acteurs autour de la table ont participé à Boré aussi. Boré, c'est 5-6 ans de travail qui nous ont menés où on est maintenant. C'est comme si l'expérience en termes de concertation intersectorielle qui avait été acquise à Boré s'est transférée au chantier mobilité, qui nous a permis d'avancer vite comme ça en dedans d'un an. Parce que sérieusement, on fête à peu près le premier anniversaire du coup de téléphone qui m'a dit « Hey, ça serait le fun qu'on fasse de quoi, Grand Dialogue crête. » C'est 1 an qui a permis de faire ça. Fait que tu sais, il y a des passerelles qui vont se faire. Les chantiers ne seront pas hermétiques. Ce qui va se passer dans un va alimenter l'autre. Puis peut-être un petit clin d'œil aussi, là, quand je vous présentais les ODD au début, on voyait que tout est dans tout. On le dit souvent, tout est dans tout. On a 21 termes au Grand Dialogue. Si on arrive et qu'on parle, par exemple, de vivre ensemble, les gens, ils ne parleront pas juste de vivre ensemble. Ils vont parler d'éducation, ils vont parler de bouffe, ils vont parler ils vont parler de territoire, ils vont parler de mobilité. Fait que finalement, on a beau essayer de dire on parle de ça aujourd'hui, ça nous amène un peu dans toutes les directions. Donc, gérer aussi cette complexité-là entre les chantiers des secteurs, ça va être un enjeu. Fait que, bref, grand détour pour répondre à ta question, Caroline. Oui, dans Boré, on s'intéresse au transport. Oui, il y aura du transfert qui va se faire aussi, des liens qui vont se faire avec le Forum Mobilité. Mais Boré a sérieusement encore 2 ans d'avance sur la dynamique en termes de mobilité. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Christian Jeté, il y a une question dans le chat de Lucie Morin. Merci beaucoup, Olivier, pour cette excellente présentation, très intéressant et inspirant. Dans le processus de développement de la vision, est-ce que vous avez été confronté à des controverses concernant l'intégration des enjeux environnementaux et la lutte contre la pauvreté? Pas encore, mais ça va venir. On le sait que ça va venir. Pour l'instant, on est comme dans l'étape rose bonbon là, du Grand Dialogue, c'est-à-dire qu'on fait rêver le monde. Les gens se projettent et rêvent. On leur dit, oubliez tout ce qui existe en 2022. On est rendu en 2040. Vos rêves les plus fous, on les a atteints. Qu'est-ce que vous avez autour de vous? C'est quoi ce monde idyllique dans lequel vous vivez? Pensez aux licornes, allez-y. Fait que là, on est vraiment à l'étape de tout ça. Ce qu'on observe, c'est que les rêves des gens sont très cohérents avec les enjeux sociaux et écologiques. Il n'y a personne qui rêve de détruire la planète, de détruire les paysages, d'exploiter le monde. En tout cas, si c'est à ça qu'ils rêvent, ils nous le disent pas. Fait que là, pour l'instant, on est comme encore dans le bout. C'est comme un peu une stratégie du Grand Dialogue de partir de ce rêve-là pour dire, OK, là, on s'entend que c'est vers ça qu'on veut aller maintenant. Comment on y va? Là où on commence à voir des points de controverse, c'est la COP 15 qui démarre dans 2 semaines. On avait le Grand Dialogue envie de proposer dans la région des animations sur le thème de la biodiversité. Puis là, on a vu beaucoup de craintes, beaucoup de peur. On parle de caribou, on parle de beluga dans la région, là, puis là, c'est comme plein de vieilles chicanes qui ressortent. Fait que là, dans le fond, on voit des appréhensions. On n'a pas encore abordé, on n'a pas été encore dans des contextes de grandes controverses, mais on sent que ça pourrait venir. Mais le Grand Dialogue, le but, c'est ça. Fait que là, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est que au jour de la Terre, le 22 avril, on va faire un grand forum nature dans la région où on va inviter toutes les personnes
qui souhaitent dialoguer, échanger sur ce thème-là, dans un contexte ludique, agréable, pacifique, encadré. L'idée, c'est de dire, bien, ceux qui se chicanent d'habitude autour des tables de concertation, des groupes, etc., on va les éviter dans un autre contexte, puis on va utiliser des stratégies d'animation pour les amener à passer comme à une autre étape, dans le fond, de réaliser qu'en arrière de ton opposant, bien, il y a un humain, puis vous partagez peut-être des choses comme ça. Fait qu'on a comme des stratégies pour désamorcer, en fait, certaines crises. Personnellement, je pense que c'est quand on va être rendu dans les chantiers de mise en œuvre, quand là, ça va être le temps de faire des choix de priorité. Là, on s'attend à ce que ça brasse un petit peu plus. Fait qu'on n'est pas encore rendu. Pour l'instant, on a des amis partout. Là, partout où on va. Hey, oui, c'est le fun ce que vous faites. Ah, ça redonne espoir, c'est inspirant. On est encore là, mais on construit quelque chose avec ça. Puis on va être plus solide, je pense, quand on va arriver dans des dossiers plus corsés après. Mais on n'est pas dur, ça va venir. Très bien, merci. Alors, Christian. Oui, bonjour. Merci, Olivier, pour la présentation. Ça a été fort intéressant et inspirant aussi. Ma première question, c'est comme je pose ma question d'étudiant. Est-ce que votre PowerPoint va être disponible, monsieur, après la rencontre? Oui, je peux l'envoyer sans problème. Tout est ouvert. On fonctionne en mode ouvert pour tout. Là. Tout ce que le Grand Dialogue génère, même tout ce que l'Agora, notre groupe de recherche, génère, on se dit on est tous financés par des sous. Il n'y a pas d'entreprise privée qui nous finance. Fait que c'est public, c'est à tout le monde. C'est un commun qu'on crée. C'est bon. Mais ma question sur le contenu, c'est, bon, avec d'autres, là, on s'intéresse à différentes initiatives de transition socio-écologique, notamment je vois René, Lucie aussi qui est là. Moi, je m'intéresse à une initiative à Montréal là, qui est dans le quartier Huntsic. Et cette initiative-là, elle est beaucoup en lien avec d'abord les besoins en logements sociaux. Et puis sur la question de l'habitation, et donc toute la question de l'aménagement urbain aussi qui peut se faire en lien avec ça. Et je voulais savoir si dans votre région, cet enjeu-là de l'habitation, logement, aménagement urbain en lien avec la transition, si c'était un élément qui a été identifié, et si oui, de quelle manière ça se pose en région? J'ai ma connexion bloquée. J'ai manqué la mise en contexte sur l'organisation, mais je comprends la question. Là, donc, mais peut-être juste me répéter la mise en contexte. L'organisation Huntsic? Oui, c'est ça, parce que je fais une recherche là, sur un projet dans Huntsic, qui est le quartier Louvain-Est, et qui est beaucoup axé, c'est-à-dire qui à la base est issu d'un questionnement, puis aussi d'initiatives qui sont en lien avec le logement social. Mais là, ça a débordé au-delà de ça. Là, c'est oui le logement, oui l'habitation, c'est l'aménagement, c'est la sécurité alimentaire. Bon, il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de ça. Mais je voulais vérifier, comme dans la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, si cet enjeu-là de la transition versus logement, aménagement urbain, si ça se pose et si oui, de quelle manière ça se pose? Absolument. Dans la région, en fait, on est en déficit de logement presque partout sur le territoire, y compris dans la ruralité, loin. Là, c'est drôle parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a l'axe, Saguenay, Alma, Robertval, Saint-Fé, Dolbeau. Il y a comme une couronne de villages autour de ça, puis il y a une deuxième couronne de petits villages, là, souvent axés sur l'exploitation de la forêt la plupart du temps. Même dans les petits villages, en fait, il y a des enjeux de logement. Il y a des familles qui voudraient aller s'installer là-bas, puis il n'y a pas d'espace. Là. Il y a des enjeux aussi près des centres, par exemple, près de l'université, près du centre de santé. Mais on dirait que la région se réveille, en fait, sur ces enjeux-là. C'est la première fois, en fait, que ça arrive de façon aussi criante. Puis, l'industrie de la construction, elle fonctionne à plein régime. Le coût des matériaux est super élevé. Il y a des enjeux, mais ça, on le voit ressortir dans certaines des animations qu'on fait. Quand on fait rêver les gens un peu, là, il y a quelques éléments qui touchent le transport, mais je dirais que c'est plus un enjeu qui est vécu par les organisations sur le territoire. C'est comme plus les décideurs, les cégeps, l'université, en fait, qui s'intéressent à ça. Dans le Grand Dialogue, on en parle très peu pour l'instant. Par contre, l'Agora, notre groupe de recherche, on accompagne un autre projet dans la région. Le projet, c'est le projet des 4 cégeps et de l'université. Les 4 cégeps et l'université dans la région forment ensemble le pôle d'enseignement supérieur et ils ont essayé de développer des projets communs autour, eux aussi, de chantiers de travail. Un des chantiers qu'ils ont identifié, c'est l'établissement durable des étudiants et étudiantes qui arrivent de l'international. Il y a plein d'étudiants qui viennent de plein de pays, qui viennent étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au cégep, à l'université, qui viennent souvent pour leurs études et qui veulent rester dans la région.
Parce que oui, essayer le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'adopter. J'ai passé par là aussi, là, je venais d'ailleurs, puis je suis encore ici 17 ans après. Mais là, on a plein d'enjeux, d'enjeux d'accès à l'emploi, d'accès, de racisme encore, de discrimination, d'enjeux d'intégration sociale, des enjeux administratifs et le logement, là, tout d'un coup, vient de popper comme un enjeu majeur. Les gens qui arrivent de l'extérieur pour étudier, déjà, on est limité dans notre capacité d'accueillir des étudiants étrangers par le manque de logement. L'université se lance dans des campagnes là, pour recruter des chambres. Ils vont quasiment du 1 à 1. Là, ils demandent à leurs employés, avez-vous une chambre chez vous pour un étudiant pendant l'année? Après ça, ceux qui veulent s'établir durablement dans la région, ils n'ont pas accès au logement non plus. À travers le chantier qu'on est en train de travailler, là, tout d'un coup, il y a un paquet d'acteurs qui ont réalisé que la solution à la pénurie de main-d'œuvre passait notamment par le développement de nouveaux logements, dont des logements abordables et des logements sociaux. Fait que j'ai l'impression que c'est un enjeu qui vient d'être mis sur l'écran radar depuis très peu de temps. Puis ça serait intéressant de voir comment les acteurs vont se concerter et se consulter là, pour répondre à ça. Oui, d'accord. Fait que non, on n'a pas grand plan de faire. Là. Je pense qu'on a plus à apprendre, en fait, de choses comme ça qui ont été vécues ailleurs. L'Abitibi, notamment, a été confrontée dans son histoire des crises de logement. Tu sais, quand il y avait des booms miniers, là, fait qu'il y a comme peut-être d'expérience à les tirer ailleurs. Mais là, pour l'instant, on n'a pas trop le pied, le grand dialogue dans ces enjeux-là. Désolé. D'accord. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, je pourrais juste en poser une un peu en continuité avec la question de la méthodo que tu as abordée un peu, mais j'étais juste curieux. La question de l'intervention, est-ce que vous êtes allé chercher ça à Alain-Touraine, l'intervention sociologique? Entre autres, il y a une chercheuse qui s'appelle Whitmeyer qui a travaillé aussi là-dessus, à documenter le bien fondé de l'implication des chercheurs-chercheuses dans les initiatives de développement durable. Donc, tu sais, nous, on s'est comme construit une petite base de littérature, tu sais, pour justifier, en fait, notre approche, pour quand on... Parce que, tu sais, c'est pas... C'est scientifique en chef, puis ils ont beau parler d'intersectorialité, transdisciplinarité, d'être ouvert à des projets audacieux en recherche et tout. La réalité, c'est quand tu publies un article où tu démontres que tu es intervenu sur le terrain, il y a plein de drapeaux qui se lèvent, oui, mais votre objectivité dans tout ça, puis avez-vous triangulé? Fait qu'il y a encore, je pense, une démonstration de la pertinence de ces approches-là à faire. Fait que nous, on est allé comme chercher juste une base minimale de littérature qui nous permet de justifier, en fait, cette approche-là plus praxéologique. Mais il y en a plusieurs auteurs, là, La Montagne, puis même en éco-conseil, une des fondatrices, là, je parlais de Claude Villeneuve, mais il y a Nicole Hubens, qui était longtemps dans les premières enseignantes puis chercheuses en éco-conseil, qui a aussi développé puis structuré l'approche praxéologique qu'on enseigne encore aujourd'hui. Oui, Julia Whitmeyer, c'est ça, Mélanie. Merci. OK. Non, j'étais juste curieux parce qu'Alain Touraine publie en 1978 de mémoire un bouquin qui s'appelle La voix et le regard, où il développe une méthodologie de recherche qu'il appelle l'intervention sociologique et qui a été reprise ensuite par plusieurs groupes, mais notamment par le collectif de Gabriel Gagnon et Marcel Rioux, donc les deux sociologues de l'Université de Montréal, qui avaient produit, qui avaient en fait lancé un immense chantier de recherche autour de ce qu'ils avaient appelé la mouvance autogestionnaire au Québec. Et donc, ils avaient envoyé des chercheurs, maîtrise, doctorat, faire de la recherche sur toutes sortes d'initiatives qui émergeaient à l'époque, donc Tricophile, le JAL, le ROC, Karimouski, les coop d'habitation, donc les luttes dans Saint-Jean-Baptiste, par exemple, à Québec, coop alimentaire, etc. Et donc, pour voir s'il y avait une espèce de cohérence d'ensemble dans ces initiatives émergentes citoyennes qu'on oublie beaucoup aujourd'hui. Et justement, il justifiait le fait qu'ils allaient, il disait, on envoie des gens qui doivent passer un minimum 1 an dans ces initiatives-là, donc une espèce d'enquête ethnographique, et ils doivent intervenir, donc ils doivent donner leur analyse périodiquement de qu'est-ce qu'eux observent en étant immergés dans le contexte, mais tout en gardant aussi une certaine distance pour maintenir une objectivité de la recherche. Mais ça venait justifier justement le fait qu'ils sont là pour
appuyer aussi les initiatives et pour faire participer la recherche aux pratiques quotidiennes. Donc, je trouvais que c'était assez proche de ce que tu présentais au début. Oui, effectivement. Il y a Morin, Edgar Morin nous inspire aussi Edgar beaucoup Morin, avec sa méthode. Fait que je l'ai noté, j'ai noté la référence, puis j'ai vu, en fait, la demande de Caroline là, sur la. En fait, ce n'est pas une revue de littérature en tant que telle, c'est plus un recueil d'articles qu'on a dans lesquels on va piger aux besoins quand on a à écrire un petit bout de méthodologie, puis qu'on fait qu'on a besoin de défendre un peu plus notre approche. Je pourrais partager quelques textes de Whitmire, justement, puis sur l'approche Saint-Arnaud, notamment sur la praxéologie, l'approche de recherche-intervention et tout ça. Donc, ouais, ça m'intéresserait beaucoup, là, si ouais. tu peux partager ça. J'aimerais beaucoup y jeter un coup d'œil. Super. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, peut-être que je pourrais donner un petit mot de la fin à Olivier. Olivier, je pense qu'on va devoir t'inviter à Transition en commun pour que tu viennes nous raconter un peu cette histoire-là dans nos groupes. On est vraiment en train de structurer tout le truc, là. Aujourd'hui, c'était le comité des savoirs avec le comité des marches qui se rencontraient pour justement mettre en place des stratégies de collecte de données, mais ce n'est pas vraiment juste de la collecte, c'est vraiment aller chercher c'est quoi les besoins des acteurs sur le terrain pour les faire arrimer avec le réseau qu'on est en train de créer, puis l'offre de services qu'on peut leur donner éventuellement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre de votre démarche et on est vraiment dans le bon timing là, pour t'inviter à ça. Donc, c'est vraiment super. Vraiment, je serais mûr pour aller faire un tour à Montréal. J'ai eu une parenthèse montréalaise d'une dizaine d'années pour le bac, la maîtrise notamment, avant de débarquer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben oui, puis tu parles de mot de la fin, Dan. Tu sais, quand je vous présentais le graphique où on voit les niches de transition s'aligner, puis tu sais, je vous disais, c'est ce qu'on teste avec le Forum Mobilité, c'est ce qu'on teste avec le Grand Dialogue. Tu sais, je pense qu'à l'échelle nationale, au Québec, il y a ça qui est en train de s'opérer aussi. Il y a de plus en plus de liens entre les organisations. Tu sais, nous autres, le Grand Dialogue, je vous parlais de plusieurs collaborations qu'on a. On travaille avec Mère au front, on travaille avec la Fondation David Suzuki, avec la Fondation Lucien-André Chagnon qui soutient plein d'initiatives. On est maillé au TIES, on est maillé, tu sais, moi, je suis dans 4 centres de recherche qui s'intéressent à ces enjeux-là aussi. Il y a énormément de richesse, je pense, dans le partage de pratiques, tu sais, puis pas dans le but d'appliquer une recette d'une place à l'autre, mais vraiment de s'inter-inspirer. Ça serait un plaisir vraiment d'aller vous voir à Montréal. Là. Donc, l'invitation est ouverte. On pourrait même partir en petite délégation. Là. On serait dû pour une petite virée montréalaise. Puis, le virtuel permet de faire des belles choses puis d'aller justement rejoindre des gens qui sont plus loin, mais il n'y a rien, on le réalise, il n'y a rien qui vaut des bons échanges en présence. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de vous voir, de vous rencontrer. C'était mon baptême du crise, en fait, aujourd'hui. Fait que là, j'ai pu mettre des visages sur des noms que j'ai vus ou que je vais voir circuler là, dans les prochaines années. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment super. Et puis, écoute, on va s'en reparler bientôt parce que je pense que c'est un début d'un beau dialogue que tu as lancé là. D'un grand dialogue. Beau et grand. Merci à tout le monde aussi d'être venu. Merci aux spectateurs, spectatrices. Et bon début de semaine. Bonne journée et à la prochaine. Merci. Au revoir.